suis Richard Esnault, fondateur d'HeroConcept. Et donc on a développé une machine axée sur tout ce qui va être neurodégénératif. Neurodégénératif, pourquoi ? Parce que tout simplement, on va, grâce aux fréquences, une position qui est la zéro gravité, atteindre ce qu'on appelle un EMC, un état modifié de conscience, afin de précisément orienter les gens sur un bien-être dans un premier temps. Un bien-être grâce aux fréquences alpha, GABA, neurotransmetteurs. Et les gens vont directement, par la position et les fréquences, retrouver plus de sérénité grâce au développement de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine. Donc on est dans une innovation assez poussée, assez scientifique, mais en même temps proche des gens puisqu'ils ont réellement un ressenti direct en peu de temps, puisqu'on a des séances de 21 minutes en moyenne. Pour l'instant, nous travaillons qu'avec peu d'acteurs, puisque nous n'avons pas encore déployé le système partout. Mais effectivement, nous aimerions bien faire de nombreux essais auprès de psychologues, de psychiatres également, mais aussi dans le bien-être dans les entreprises et aussi en pathologie, puisqu'on a des résultats notamment sur Parkinson et sur le langage. Et voilà, on est aussi en demande d'aide pour justement développer la machine et aussi qu'on puisse voir comment ça marche et pourquoi ça marche. On a aidé certaines personnes, notamment David, qu'on peut voir à la télé là, régulièrement sur les images. David qui avait un problème de naissance de langage. David a pris énormément confiance en lui, ce qui a débloqué plein de choses. Les fréquences l'ont aidé à retrouver. On a travaillé sur l'air de Warren, l'air de Broca, sur la digestion aussi. On a travaillé sur plein de choses. Et grâce à cela, il a pu retrouver un langage usuel. Et vraiment, ça lui a changé la vie depuis 40 ans d'errance. Parkinson aussi, des gens qui ne parlaient pas. Alors nous sommes arrivés sur le neurolangage malgré nous, puisque c'était les premiers effets de la machine sur le neurodégénératif. Aujourd'hui, on voudrait aller plus loin. Parkinson, on aimerait passer en dispositif médical sur Parkinson, et là on va avoir normalement les essais cliniques qui vont démarrer bientôt. Je m'appelle Armelle Gracier, je suis la directrice des affaires industrielles du SNITEM. Le SNITEM, c'est le syndicat des fabricants de dispositifs médicaux. Le dispositif médical, on peut se demander ce que c'est. Ça va de la seringue à l'IRM en passant par une paire de lunettes, des béquilles, un lit médical. Enfin, on voit que c'est des objets qui sont très différents et très présents dans l'environnement médical. Et pour le SNITEM, c'était très important pour nous d'être présents sur ce salon Tech for Health. Parce que quand on parle de tech, c'est du dispositif médical. Et le développement des nouvelles thérapies numériques, des nouvelles solutions digitales sont dans le scope évidemment du SNITEM, puisque ça va amener un complet bouleversement de notre système de santé. Et le système de santé ne peut pas fonctionner sans dispositifs médicaux. L'EDM est très structurant pour le système de santé et on considère que toutes nos entreprises sont des acteurs du système de santé et qu'à ce titre-là, il n'est pas question que le système s'organise, que les discussions se fassent. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de sujets sur la table aujourd'hui sans la participation très active des industries de santé et en particulier des industries du dispositif médical. Et on a beaucoup de propositions à faire sur plein de sujets. Et on est très régulièrement en contact avec la CNAM et on a déjà discuté avec Marguerite Cazeneuve. C'est pas pour ça que c'est simple, mais en tous les cas, oui, on souhaite absolument et on pense qu'on doit être autour de la table comme toutes les autres parties prenantes. Si on retire tous les dispositifs médicaux d'un cabinet médical, le médecin ne peut plus vous examiner. Si on retire tous les dispositifs médicaux d'un bloc opératoire, en gros, le patient il est par terre et le chirurgien il garde les mains en l'air et il ne peut pas opérer. Donc on voit bien que le dispositif médical, il est absolument partout dans la prise en charge des patients. Alors pour ce qui est de la télésurveillance, c'est une nouvelle technologie qui va juste permettre aux patients de rester à domicile et de continuer à être surveillés par des professionnels de santé avec des objets connectés qu'ils vont utiliser à leur domicile et des solutions digitales qui vont permettre de transmettre les données qui sont issues de ces objets connectés vers les professionnels de santé. Ils vont émettre des alertes quand l'état de santé du patient commence à se détériorer et ça va permettre une prise en charge plus rapide et plus précoce et ainsi éviter éventuellement au patient d'être réhospitalisé parce qu'il va faire des complications. Bonjour, moi c'est Jean-Marc, je suis infirmier et au quotidien j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de temps qui est perdu à manuscrire des étiquettes de perfusion notamment. Donc là l'idée c'était d'avoir fait une synergie entre Zebra Technologies et Nexus et notamment le DPI IMED
qui nous permet d'avoir une efficience de prise en charge. Là, l'idée, c'est donc de gagner du temps en faisant en sorte que l'infirmière n'ait pas à manuscrire tous les traitements parentéraux. Donc là, c'est un gage de sécurité, un gage de temps. Et pour l'infirmière, c'est très très important de pouvoir faire en sorte qu'elle puisse avoir toutes ces étiquettes en un temps record. Donc là, au lieu d'avoir des étiquettes qui sont manuscrites en 1 heure de temps, là, en 3 clics, eh bien, toutes les étiquettes de tout le service sont imprimées. Et là, on a directement les étiquettes qui sortent sur l'imprimante. Pour le quotidien, c'est l'assurance pour l'infirmière de ne pas faire d'erreur. Donc au niveau de la iatrogénie, c'est un point extrêmement intéressant. Et au niveau du temps, eh bien, c'est extrêmement précieux. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans de nombreux hôpitaux, ce genre de solution présente un avantage dans le recrutement. Donc c'est extrêmement pertinent parce que la fidélisation des personnels, le recrutement, passe aussi par les nouvelles technologies. Et ce salon a la particularité de rassembler à la fois des professionnels de santé et des techs. Parce que c'est souvent relativement rare. Les gouvernances n'ont pas toujours cet aspect du terrain. Donc là, on a vraiment une solution qui est pertinente parce qu'elle est vraiment issue du terrain, dont je fais partie depuis 35 ans. Je me présente, Olivier Bracco, je suis au sein de Nexus France. J'ai évolué au sein de la relation client et on a ici un exemple parfait. Alors déjà, Nexus est un groupe qui évolue au niveau européen et qui développe des solutions dans le monde de la e-santé. Donc Nexus évolue au niveau européen et développe 100% de solutions dans le monde de la e-santé. Jean-Marc est l'exemple parfait parce que notre philosophie pour obtenir l'efficience, c'est justement d'aller vers la co-construction de solutions au service des patients, à destination des établissements, pour justement améliorer l'efficacité des soins, la sécurité des patients et d'apporter des solutions digitales aux hôpitaux, aux soignants, qui sont les premiers utilisateurs de nos solutions, leur faire gagner du temps et améliorer le parcours de soins du patient dans sa globalité. C'est vraiment la philosophie de co-construction des produits et l'exemple que citait Jean-Marc à l'instant en est une preuve parfaite. La philosophie de Nexus, c'est d'une part de collaborer entre filiales au sein du groupe pour échanger sur les bonnes pratiques. Ce qu'on fait en France ici avec Jean-Marc, comme avec d'autres, parce qu'on est beaucoup sur le terrain à co-construire nos solutions, on le partage avec les autres pays européens et on s'inspire effectivement de ce qui peut être fait sur la base de solutions, sur la base de processus métiers pour justement collaborer au niveau européen. Bonjour Stéphane Loz. Bonjour Jérôme. Bienvenue dans l'œil de la e-santé, donc le média dédié aux technologies bien sûr numériques pour la santé. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici, on est à Tech for Health, donc un événement qui est beaucoup plus large que la e-santé, parce qu'on va parler des medtech, toutes les technologies en fait, qui vont permettre une meilleure efficience pour le système de santé. Et dans l'œil de la e-santé, on crée un nouveau chapitre avec vous, qui est le fonds d'œil. On va parler des fonds d'investissement. Et forcément, vous êtes un acteur éclairé avec votre rôle en tant qu'administrateur de Angel Santé, qui est depuis 10 ans central en fait, dans tous les investissements, les fonds d'investissement et surtout les levées des startups. Donc Stéphane, déjà peut-être vous présenter et puis nous expliquer ce que fait Angel Santé et puis votre présence, que vous êtes très présent dans l'écosystème. C'est intéressant d'avoir votre retour sur Tech for Health. Tout d'abord, merci pour l'invitation et pour cet échange. Donc effectivement, Angel Santé, c'est donc le plus gros réseau de business angel au niveau européen. On est 100% dédié santé. Donc on n'investit que dans des startups de la santé, que ce soit bien sûr du digital, de l'e-santé, de la medtech, de la biotech, enfin dans l'ensemble d'ailleurs médical, veto, les différentes typologies de startups qui peuvent être dans cet écosystème. Alors à titre personnel, donc moi j'ai un background plutôt pharma et de 30 ans dans la pharma, donc j'ai un intérêt et beaucoup sur l'oncologie, donc j'ai un tropisme assez fort sur cet écosystème de l'oncologie et des startups en onco et bien sûr des biotech. Mais bien sûr le financement est ouvert à toutes les typologies. On est 150 business angels au sein d'Angel Santé et on a un processus bien rodé pour sélectionner les startups. Donc c'est très simple, elles postulent au niveau de notre site internet sur angelsanté.fr. Il y a un onglet spécifique pour les
dépôt de dossier. Et puis dans les 10 jours, donc c'est rapide, ça ne met pas des siècles, dans les 10 jours, il y a un binôme qui est du comité de sélection, donc qui est dédié pour pouvoir interviewer la start-up pendant 1 heure, qui va pitcher. Et puis ces 2 personnes, avec une grille, c'est vraiment bien structuré, décident si finalement cette start-up est éligible à venir pitcher face aux investisseurs d'Angel Santé qui sont sur Paris, mais également en province, et également une antenne aux États-Unis. Donc vraiment, on essaye d'avoir le maximum de personnes intéressées par cet écosystème. Et donc la start-up vient pitcher, elle a 10 minutes, il y a des questions souvent pointues, parce qu'il y a souvent des gens du domaine thérapeutique propre à la start-up qui sont présents dans la salle. Et suite à cet échange, une décision au sein d'Angel Santé, fait-on ou pas une instruction? Et donc là, il y a 3-4 personnes qui vont se porter volontaires pour une instruction avec une signature, à cette fois-ci d'une due deal, etc., de contrat de confidentialité, et puis donc une instruction qui va durer 3-4 mois, et puis un closing au bout de ça, si tout se passe bien. Et ce closing permet à l'ensemble des business angels de pouvoir investir dans cette start-up avec justement le soutien de ces instructeurs qui ont déjà pendant 3-4 mois accompagné la start-up, et très souvent un de ces instructeurs va devenir membre du comité stratégique. Ça fait partie de notre ADN que d'accompagner, c'est d'investir, mais c'est surtout d'accompagner ces start-up et de mettre ce réseau de compétences à disposition de la start-up pour les aider. Et on est souvent dans les investissements très précoces, dans les seeds, mais on accepte bien sûr et on cherche à co-investir avec des fonds d'amorçage, avec d'autres réseaux de business angels avec lesquels on travaille, et donc d'accompagner le démarrage de cette start-up au moment de son seed. Alors Stéphane, vous êtes là ici à Tech Forums. On est dans ce premier trimestre 2025. C'est quoi la tonalité, l'ambiance des levées de fonds des acteurs de la health tech? Alors vous le savez, c'est compliqué au niveau des levées, c'est particulièrement compliqué pour les startups dans lesquelles on a déjà investi. Le seed, elles arrivent à s'en sortir entre l'ensemble des acteurs, BPI est très présent, nous sommes à leur côté, des fonds régionaux sont également là. Ce qui est compliqué, c'est la levée suivante, la série A. Donc finalement, cette année, on est beaucoup sur des aides pour faire des bridges dans l'attente d'avoir un peu plus de résultats. Il y a beaucoup de VC attendent d'avoir des données un peu plus solides pour pouvoir investir au niveau de la série A. Donc on est obligé à beaucoup plus de bridge systématiques. Donc à titre personnel, moi j'ai investi à peu près dans une douzaine de sociétés. Il y a plusieurs d'entre elles dans lesquelles en ce moment même on est dans cette approche-là. Donc un moment difficile, on espère, on l'a vu au moment avec France Biotech et la présentation de Panorama, des chiffres qui s'annoncent un petit peu meilleurs peut-être pour la deuxième partie de 2025 et la suite. En tous les cas, les business angels sont là au début, mais il y a vraiment besoin que par la suite les VC prennent le relais pour que les sociétés puissent continuer à grossir. Alors dans notre nouvelle rubrique Le Fonds d'œil, c'est d'avoir en fait le regard d'acteurs du système des levées de fonds, des fonds d'investissement. Quand vous voyez un événement comme Tech Forums, c'est quoi les enjeux qui pourraient être pour les problèmes de santé, pour les patients, avec toutes ces technologies que vous pouvez voir? C'est quoi votre vision, vous? La vision, c'est que le numérique, à travers le numérique, l'IA, ils sont en train d'être une vraie révolution dans la prise en charge de la santé. Je dirais qu'il y a l'IA, tout ce qui s'intéresse à l'optimisation du travail du médecin, de la lecture d'un certain nombre d'examens qui étaient complexes, qui étaient lourds, qui étaient prises de temps. Et ce sont des startups qui arrivent à trouver leur répondant et leur avancement, voire même leur exit. Je trouve que le temps en ce moment est particulièrement difficile pour les startups qui sont plutôt sur des outils qui doivent passer par un financement, voire par un remboursement. Donc des outils d'accompagnement des patients pour les aider dans leur surveillance de la maladie, ou des outils très spécifiques pour aider à identifier un certain nombre de symptômes. Et on est un peu surpris de la succession des dernières annonces, de non-remboursement, de toute une série d'approches numériques pour aider les patients. Je pense à un moment, il faudrait que les autorités de santé prennent la parole pour vraiment expliciter leurs vraies attentes et pour que les essais cliniques qui sont là pour amener de la démonstration soient vraiment construits pour répondre aux attentes des autorités de santé en termes de remboursement, pour éviter que ces startups avancent et puis au bout d'un moment, leur business model marche par du remboursement. Pour la France, en tous les cas, il ne faudrait pas que ces startups finalement trouvent leur essor uniquement en allant à l'étranger. Et alors, juste si on fait un focus sur ces annonces sur lesquelles beaucoup de startups attendaient des réponses pour notamment la prise en charge, notamment en droit commun,
Comment, à votre avis, les fonds d'investissement réagissent à ces annonces? Est-ce que c'est un élément de dire, au final, il y a des critères peut-être très stricts, mais au moins ça valide le modèle, ou au contraire, c'est peut-être un élément un petit peu anxiogène pour eux, pour investir dans le secteur de l'e-santé et de l'e-tech? Non, ce que je vous dis, c'est au niveau e-santé en général, il y a des segments de cette e-santé qui sont très porteurs. Un certain nombre de startups qui vont aider pour la lecture des mammographies, qui vont aider pour la lecture des lames, au niveau de la digitalisation, qui vont aider au niveau d'un certain nombre d'activités médicales. L'établissement, il voit son intérêt, il voit également un business model qui est valable. Je pense que ça va avancer vraiment. Toute l'IA et tout le numérique qui va être en relation également avec la pharma, que ce soit pour synthétiser un certain nombre de molécules, pour essayer de trouver des bras contrôle, enfin toutes ces approches qu'ont un certain nombre de sociétés. Voilà, ce qui m'inquiète un peu, mais j'espère que les choses vont pouvoir bouger, c'est cette suivi numérique du patient, alors qu'on y croit beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a eu des belles démonstrations d'un point de vue clinique de ce que ça pouvait apporter en cancérologie, mais également dans d'autres domaines thérapeutiques. Alors en cancérologie, les remboursements sont arrivés, c'est plus un peu dans d'autres domaines thérapeutiques que ça semble plus compliqué, et donc j'espère que les choses vont se clarifier et que l'horizon sera un peu plus ensoleillé pour ces startups du numérique en suivi patient. Stéphane, merci pour votre présence dans l'œil de la santé ici à Tech for Health. Puis merci d'avoir initié ensemble ce nouveau format, cette nouvelle rubrique au sein de l'œil de la santé qui s'appelle donc le fond d'œil. Et je suis persuadé qu'avec Angel Santé et votre regard éclairé sur l'écosystème, on va vous retrouver prochainement. Voilà, et puis les startups, je leur dis, si vous avez besoin d'appui au niveau de ce site, venez nous voir et avec plaisir, on regardera vos dossiers et j'espère que vous serez retenus pour pouvoir vous accompagner sur cette année 2025-2026. Merci Stéphane. Bonjour Guillaume Reynaud. Bonjour Jérôme Leleu. Guillaume, merci de nous recevoir ici sur le stand de Dedalus à Tech for Health. Avec l'œil de la santé, on s'intéresse à l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la health tech, de la santé. Et ici à Tech for Health, forcément, le rôle des éditeurs est essentiel. La thématique de cette année, c'est les technologies au service de l'efficience. Et ça, c'est quand même votre quotidien depuis longtemps maintenant. Donc déjà Guillaume, voilà, qui vous êtes et que fait Dedalus ? Je suis le directeur des relations publiques pour le groupe Dedalus, donc je m'appelle Guillaume Reynaud. Et puis Dedalus, on se positionne comme un grand éditeur européen du numérique en santé. On est très implanté en Europe avec 80% de notre activité. On déploie des solutions logicielles dans les hôpitaux publics, les hôpitaux privés, les ESPIC, les fameux privés à but non lucratif. On a aussi des grosses activités sur le laboratoire, sur la radiologie, sur les gestions administratives, sur la restauration. Bref, un acteur du numérique très engagé qui déploie beaucoup de solutions pour les soignants, qui utilisent ces solutions au quotidien. Donc c'est ça l'histoire de Dedalus. La présence sur Tech for Health, je sais que ça a été un choix assez tôt pour Dedalus d'être présent pour essayer peut-être d'avoir une nouvelle approche en fait de rencontres, d'échanges. C'est quoi le premier bilan de cette édition ? Eh bien écoute, avec transparence, il y a quelque chose. C'est une édition très intéressante. Alors déjà le sujet nous avait accroché très rapidement. C'est pour ça qu'on avait vraiment envie de faire cette participation. Le sujet, c'est l'efficience. Et donc l'efficience telle qu'il est posé, nous on sait aujourd'hui que c'est un sujet majeur des organisations de santé, on en est archi convaincus, et qu'on doit apporter notre brique en éditeur de logiciels pour justement les aider sur ces contextes de l'efficience. Alors quand on dit efficience, on parle de quoi ? On parle déjà de l'efficience financière. C'est un vrai problème pour les structures hospitalières aujourd'hui, c'est un vrai problème pour tout le monde, les budgets sont contraints. On voit bien que notre système de santé est quand même contraint financièrement, donc il faut trouver des moyens pour le faire. C'est une efficience aussi sur la qualité des usages pour les professionnels de santé, ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail. C'est l'efficience aussi dans la fiabilité, la simplification des solutions. Donc tout ça, c'est des questions très importantes que se posent les organisations de soins. Donc le sujet, évidemment, de Tech for Health, pour ça, était vraiment génial. Et nous, là, l'objectif, c'était justement de montrer tout ce qui est capable de faire Dedalus sur ce sujet avec des réponses, avec des vraies solutions pour y répondre. Donc notamment, derrière moi, on ne le verra peut-être pas en vidéo, mais il y a le dossier patient informatisé Dedalus nouvelle génération qui tourne, qui s'appelle Care4You et qui aujourd'hui commence à être déployé sur le terrain et qui montre toute sa puissance, toute sa capacité en fait à répondre effectivement à ces problématiques d'efficience pour essayer qu'il y ait moins de saisies de données dedans,
pour essayer d'être assisté par l'intelligence artificielle, pour gagner du temps aux soignants. On a même ingéré de l'intelligence artificielle générative pour permettre de les aider à co-saisir des données, qui permettent d'exploiter les données, bref, déjà des nouvelles technologies pour faire ça. Je te parlais d'efficience aussi financière et organisationnelle. Sur l'efficience organisationnelle, il y a une très grande nouveauté aussi qu'on présente, qui s'appelle le Command Center hospitalier, une véritable tour de contrôle d'organisation. On a fait d'ailleurs une conférence là-dessus hier. Et pour nous, ce sont vraiment des solutions, des offres qui permettent de répondre à ces problématiques. Enfin, le dernier sujet que je porte, et pour moi qui me paraît essentiel dans ces contextes d'efficience, c'est l'usage de la data. Cet usage de la data, on le sait tous, tout le monde cherche à essayer de savoir s'en servir pour le soin, en données primaires, pour la donnée secondaire. Et encore une fois, on a beaucoup de réponses, notamment sur les données secondaires avec l'offre Trial for Care, un réseau de recherche pour la recherche clinique. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment notre place, elle était très intéressante. Merci Guillaume d'avoir donné aussi cette granularité de l'efficience, parce qu'on sait qu'elle a plusieurs facettes. Ça me tenait à cœur également de te donner la parole avec notre autre casquette qui est celle d'administrateur de Alicena. On a la chance tous les deux de faire partie donc, de ce cluster. Je vais te laisser présenter et surtout un des piliers de Tech4Health aussi cette année, c'est notamment la technologie mais dans les territoires. On a eu dans le cadre des interviews également Gilles Duluc du CHU de Bordeaux qui est donc intervenu. Donc pourquoi c'est important aussi de parler de la technologie dans les territoires et ton engagement dans le cadre d'Alicena? Bien sûr, alors on est très engagés nous avec Alicena et c'est très bien que tu en fasses référence, je suis ravi. Alicena c'est vraiment un pôle de compétitivité aujourd'hui qui est en Nouvelle-Aquitaine, qui s'est créé maintenant sous l'impulsion de la région, je crois que c'est sa 4e année si je ne dis pas de bêtises. Et nous, dès le départ, on a suivi. Alors, pour une raison déjà simple, c'est qu'on a choisi, nous, chez Dedalus, d'avoir vraiment... On a une place très importante à Bordeaux et dans la région de Nouvelle-Aquitaine. On a énormément de collaborateurs et une agence très importante là-bas. C'est même, à terme, le siège social de Dedalus, qui est en Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour nous, c'était très important de nous engager régionalement, évidemment. Et puis, la deuxième raison, c'est que ce pôle de compétitivité Alicena, il peut s'appuyer sur une histoire de la Nouvelle-Aquitaine dans la e-santé qui est très forte, tu le sais aussi, tu en es et tu connais ça très très bien. Donc pour nous, ça a un double sens. Ce que tente vraiment de faire Alicena, et on y contribue, des grands groupes de travail sur lesquels on investit nous aussi Dedalus pour y participer. Et donc ce que pourrait faire Tech4Health à mon avis demain, c'est justement dupliquer un peu ce type d'événement avec peut-être une journée dans les régions. Et si vous commencez en Nouvelle-Aquitaine, on sera évidemment favorable pour y participer. Je vois toujours autant de créativité et d'enthousiasme. Merci Guillaume de nous avoir accueillis chez Dedalus et à très bientôt dans l'œil de la e-santé. Avec plaisir Jérôme, merci. Bonsoir Jenna. On vient de finir cette deuxième journée de Tech4Health. Jenna, vous êtes la commissaire générale des 3 événements, donc Tech4Health, People4Health, également Salon Infirmier. On va faire un bilan avec vous de ce sujet qui a été la thématique centrale pour cette première édition, c'est l'efficience en santé. Quel bilan vous avez aujourd'hui, après ces 2 journées d'événements importants de Tech4Health? Le bilan, c'est tout d'abord que c'est une belle réussite pour une première édition. Tech4Health, il y a eu beaucoup de monde. Les conférences, la salle plénière était comble. Les exposants sont ravis, les visiteurs aussi. Et on est très contents de l'affluence qu'il y a eu sur ces 2 jours. Des conférences étaient de haute qualité. J'ai une question pour vous sur l'importance d'avoir ces 3 événements ensemble. Les liens entre la tech, people et salon infirmier. Qu'est-ce qui a donné un petit peu cette genèse d'avoir ces 3 événements en même temps? L'idée de faire ces 3 événements en même temps est partie du fait qu'il y a des synergies entre les 3 événements. On a même un espace commun entre le salon infirmier et People4Health qui est l'espace santé des soignants, puisque ça concerne les infirmiers mais pas que, les soignants dans leur ensemble. Et la partie technologie est partout dans la santé. Aujourd'hui, on ne pense plus la santé sans penser technologie ou numérique. Et donc, forcément, ça faisait sens qu'il y ait la partie tech qui soit également rattachée à People et au salon infirmier. Puisque du coup, par exemple, des solutions numériques de bien-être et de QVCT sont dans les 2 sujets. Alors Jenna, dans le média vidéo, l'œil de la e-santé, on parle toujours de prospective. Donc là, on vient de finir la première édition. C'est quoi vos ambitions ou vos idées pour la 2e édition de Tech4Health ?
Nos ambitions et nos idées, on en a beaucoup. Déjà, on est très à l'écoute du secteur et des retours qu'on va avoir des exposants et aussi des visiteurs. Ça va aussi donner le ton pour les éditions futures. On a également l'ambition d'internationaliser l'événement et d'aller vers l'international. De faire venir plus de délégations étrangères, plus de pavillons pays, voilà, ce genre de choses. Et après, toujours plus de contenu de qualité et faire grandir l'événement tout simplement. Jenna, merci pour ce mot de conclusion et forcément on retrouvera l'œil de la e-santé pour l'édition 2026 de Tech4Health.